Clint Eastwood a une très très longue carrière qui continue encore, mais c'est vrai qu'il est associé depuis le départ au western. Il est né en tant que comédien avec le western, puisqu'il a commencé dans une série télévisée américaine. On trouvait qu'il ressemblait vraiment à un cow-boy, et donc on l'a engagé pour ça. Et son premier rôle au cinéma, il le doit à Sergio Leone dans Pour une poignée de dollars, qui lui donne le fameux rôle de l'homme sans nom, hein, qui le suivra dans une trilogie. Et, euh, et ça va contribuer à un grand succès. Il passe à, donc là on est à la fin des années 60, il passe à la réalisation en 1971 avec Un frisson dans la nuit, et son deuxième film en tant que réalisateur sera déjà un western, qui est L'homme des hautes plaines. Le, euh, le western est quelque chose qui est évidemment est très important pour lui en tant que réalisateur. Il va avoir deux maîtres, Sergio Leone, qui évidemment a lancé sa carrière, et un autre réalisateur, Don Siegel, avec qui il a tourné notamment Les Proies, qui est un film historique sur la guerre de sécession, et aussi L'Inspecteur Harry, entre autres. On verra d'ailleurs dans L'Homme des Hautes Plaines, à un moment, il y a une scène où Eastwood est dans un cimetière, et sur les deux pierres tombales, on voit les noms de Léon et de Siegel, qui sont à la fois des hommages et une manière de dire qu'il devient à son tour un réalisateur et que maintenant il va faire son propre cinéma. L'Homme des Hautes Plaines est très nettement influencé par le cinéma de Sergio Leone, il va ensuite progressivement s'en détacher un petit peu. Josie Wales sort la loi est son cinquième film en tant que réalisateur, on est en 1976, et là il va commencer à faire une synthèse, à apporter quelque chose qui lui sera davantage propre, et il réalisera deux autres westerns, Pale Rider en 1985 et Impitoyable en 1992, qui est d'ailleurs aussi dédié à Sergio Leone et à Don Siegel, et qu'on a eu l'occasion de voir l'année dernière en clôture de la saison du Ciné Club. Le film est adapté d'un roman qui sort peu de temps avant, il sort en 1973, qui est un roman qui s'appelle Gone to Texas de Forrest Carter, qui est un pseudonyme d'un auteur qui est un ségrégationniste membre du Ku Klux Klan, et qui écrit un roman dans lequel les idées ne sont pas exactement les mêmes. Si vous voulez, la raison pour laquelle les gens sont ensemble relève moins de la fraternité que d'un rejet assez général de tout ce qui est évidemment d'ordre fédéral. Hein, on est vraiment dans quelque chose qui vise à valoriser le Sud par rapport au Nord, et à montrer à quel point il y a une forme de résistance. Donc le roman est beaucoup retravaillé par une scénariste, Norris, qui va travailler épaulée par Michael Cimino, à qui on devra par la suite des très grands films, notamment Voyage au bout de l'enfer en 78, et Philip Kaufman aussi, qui est désigné par Clint Eastwood comme étant le réalisateur du film. On travaille un petit peu donc toute la dimension idéologique, on va la gommer, et le film a un petit peu de mal à se monter parce qu'on est à la fin des années 70, et le western n'est plus très en vogue. Hein, y a aussi quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. On a passé l'âge d'or, et le western c'est une forme de survivance, et c'est pas très facile à monter d'un point de vue financier. Pour le casting, donc Philip Kaufman, qui est aux commandes, choisit Chief Dan George, qui est l'Indien, et qui s'est déjà fait remarquer en 1970 dans Little Big Man, qui avait fait forte impression. Hein, c'est le père adoptif de Dustin Hoffman dans le film. Et il va y avoir un petit peu des aménagements à faire dans le travail avec lui, parce qu'en fait, il est absolument incapable de réciter des répliques écrites. Il est plutôt dans une forme d'improvisation, et Eastwood va faire avec, et ça va très bien fonctionner, et c'est lui qui va aussi insuffler cette dose un petit peu d'humour et de décalage par rapport au ton dans le film. Sandra Locke, qui joue Laura Lee, est imposée par Eastwood. C'est la maîtresse de Clint Eastwood depuis un moment déjà, et elle travaillera beaucoup avec lui du fait de ce rôle particulier, alors que Clint Eastwood est encore marié officiellement. L'Indien qui joue Ten Bears
et s'est fait remarquer l'année précédente dans un très grand film qui est Voloti d'un nid de coucou. C'est lui qui joue le fameux Chief, hein, le compagnon de Jack Nicholson, qui a un rôle vraiment majeur dans le film. Le tournage se déroule plutôt bien et le film est bouclé en 8 semaines et demie, mais en fait au bout d'une semaine, Eastwood, qui est donc producteur et acteur principal, se rend compte qu'il n'a pas exactement la même façon de voir les choses que Philip Kaufman. Donc Philip Kaufman est tout simplement viré par Eastwood, qui décide de reprendre en main. Il a trop développé le film, il a une vision tout à fait personnelle et arrêtée de ce qu'il veut, et ça ne fonctionne pas avec son réalisateur. Donc ça lui vaut un petit peu des reproches de la guilde des réalisateurs. Et Philip Kaufman, par la suite, aura une carrière avec quelques films reconnus comme L'étoffe des héros, L'insoutenable légèreté de l'être, et en écriture, c'est lui qui contribue grandement à la naissance d'un grand personnage qui sera Indiana Jones. Donc il aura ensuite son propre parcours. De Don Siegel, Clint Eastwood va garder la méthode, notamment. C'est lui qui lui apprend à gérer un tournage, à être efficace, et c'est quelque chose qu'il gardera toujours en tant que réalisateur. Il finit le tournage avant le planning, il est extrêmement efficace, très rigoureux, il sait pertinemment ce qu'il veut, et ça avance très bien. Le film donc sort en 1976 et très bien reçu. Il y a une nomination aux Oscars pour Jerry Fielding, qui a fait la musique et qui est le compositeur attitré notamment de Sam Peckinpah, et qui retravaillera à plusieurs reprises avec Clint Eastwood. L'accueil au box-office est très bon, en France aussi notamment, et ça permettra à Clint Eastwood de continuer à réaliser des films, notamment 2 autres westerns, mais aussi un très grand nombre de films dans des genres variés. Donc, ce qui est intéressant dans le film, il ne faut pas oublier donc qu'on est largement après l'âge d'or, c'est la manière dont il aborde la question du western. On a longuement parlé l'année dernière du western crépusculaire qui est impitoyable. Ici, on n'est pas dans cette approche, mais il y a quand même un regard qui est celui de l'après, après un âge d'or. Si on regarde cette espèce d'odyssée, ce voyage-là de Josie Wales, est une sorte de somme de tout ce que peut représenter le western. Si vous regardez sur ces 2h15 de film, vous avez à peu près tout ce qu'on peut connaître du western qui est présent. Que ce soit dans les personnages, vous avez des soldats, vous avez des hommes politiques corrompus, vous avez des Indiens, vous avez un hors-la-loi, vous avez toutes les crapules possibles et imaginables. On est vraiment dans quelque chose qui est exhaustif par rapport aux figures du western. Vous avez aussi les colons, le convoi, etc. C'est pareil pour ce qui est des décors. On a une très grande variété de paysages, de saison même, et on vous montre la mine, on vous montre les clairières, on vous montre les forêts, le désert, tout est présent, ce qui fait qu'on a le sentiment d'avoir pratiquement au bout d'un moment un film à sketch, où à chaque étape du voyage, on va rencontrer un autre type de personnage qui représente une autre facette de ce monde qu'est le western. Et le liant, ça va être ce personnage de pistolero exterminateur qui passe d'une exaction à l'autre et qui progressivement va délester ce monde violent de toutes sortes de victimes de cette barbarie. Parce que le monde qu'on donne à voir, c'est un monde violent, un monde en proie à évidemment une histoire tourmentée, on y reviendra, mais surtout à une galerie de personnages qui représentent toutes les facettes possibles de la barbarie. Le début du film, qui est une situation assez cliché, celle de la famille massacrée qui va engendrer ensuite évidemment un désir de vengeance. Le début du film est la fin de ce qui théoriquement est la quête d'un personnage. Il a son petit lopin de terre, il a le fameux Home Sweet Home américain, tout ce qu'il faut, et tout cela évidemment va être détruit. Et à partir de là, il devient le personnage qui va traverser le pays d'une certaine manière. Et tous les regards qui sont posés sur la civilisation sont des regards d'un assez grand pessimisme. On peut le voir aussi à travers toutes les figures de femmes qui sont systématiquement les victimes de la barbarie. À une échelle un peu plus grande, ça c'est le regard justement de l'auteur du roman, on vous montre aussi comment
on va égratigner la légende nationale qui fait que le Nord a gagné dans les honneurs contre le Sud, et on montre évidemment que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait sans exaction, sans massacre et sans injustice aussi. Donc tout ça pose un regard qui est sans concession, qui revient sur les origines de la nation, de cette fameuse unité, et vous remarquez comment à plusieurs reprises tout ce qui est de l'ordre de l'uniforme, tout ce qui est de l'ordre de la mise en ordre, eh bien, ne fonctionne pas. Et on le voit notamment à la manière dont on insiste beaucoup sur la bâche, par exemple, qui n'arrête pas de trouver de balles avec United States écrit dessus, qui montre bien à quel point cette union n'arrive pas à se faire, du moins au départ. Et donc dans ce monde terrible, en proie à la barbarie, Josie Wales est la figure de celui qui normalement est le vengeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ces thèmes classiques, la première séquence est vraiment une séquence qu'on voit régulièrement, on va avoir régulièrement des attentes qui sont déjouées. C'est-à-dire qu'on attend évidemment un film de vengeance, plutôt logique, linéaire, et en réalité le parcours que va faire Josie Wales va être systématiquement clivé. Il va procéder par détours, et toutes les rencontres qu'il va faire vont l'éloigner d'une certaine façon de ce qu'il avait éventuellement projeté de faire. C'est-à-dire que les gens qu'il rencontre vont s'allier à lui sans qu'il le demande. Et ce qui est intéressant dans cette figure de personnage, c'est justement qu'on a un personnage qui devient une sorte de pater familias malgré lui. Non seulement il n'a plus de famille, il devient la figure logique et connue du cavalier solitaire et de celui qui va demander une revanche, mais en fait, malgré lui, il construit une autre famille. Et la posture de ce personnage est assez intéressante parce qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre quasiment du surnaturel. Et ça, Eastwood en joue beaucoup. C'est un personnage qui, vous le remarquez, est totalement invulnérable. On lui tire dessus, lui, il tire, et ça marche à chaque fois. Et puis, il a un charisme qu'on a du mal un petit peu à comprendre. Et la raison pour laquelle, justement, il arrive à se faire suivre de toutes ces personnes-là, il construit une famille où il y a même le chien, d'une certaine façon, c'est que, justement, il n'a rien à proposer. C'est un personnage qui est silencieux, qui a tout perdu, qui n'a plus rien à gagner, et qui, de ce point de vue-là, n'impose rien, ne propose rien, et du fait de ce silence, gagne une part de la confiance des exclus comme lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement l'idée que la construction qui se fait dans le sillage de ce voyage, qui est une sorte de fuite, mais qui en même temps construit quelque chose, eh bien, cette construction, elle se fait justement avec cette idée que redonner du lien social, ça se fait en assimilant les exclus du pays. Et là, on a une nouvelle idée qui est celle, évidemment, d'une forme d'humanisme. Parce que dans la personnalité de Josie Wales, on va retrouver toute l'influence de Sergio Leone, toute l'esthétique que Eastwood lui doit. On a ces séquences qui sont assez dynamiques, ce jeu sur le montage, la manière dont on va dilater le rythme. On va jouer d'une certaine forme de lenteur au moment des scènes en prélude aux fusillades, par exemple. Les contre-plongées, un grand travail aussi sur les portraits. Vous voyez les personnages qui ont toujours des mines pas croyables, et ça, c'est clairement une influence de Sergio Leone. Et donc, tout ce qui relève de cet héroïsme et qui est attendu, et que vous avez remarqué au niveau du rythme, Eastwood dissémine de façon assez régulière dans son film. Vous avez des moments de paix, des moments d'humour, des moments de construction, et à intervalles réguliers, vous avez la petite fusillade, et vous avez un petit peu cette figure justement surnaturelle qui devient une sorte d'ange exterminateur, et qui va créer une forme de jubilation, de récompense aussi du spectateur par rapport à tout ce monde qui tourne tellement par rond. Donc lui, il arrive, il fait d'une certaine façon un petit peu le ménage. Donc là, on est dans l'influence plutôt Sergio Leone. Mais dans ce qu'il construit en parallèle à cette violence, vous avez une dimension beaucoup plus humaniste. Et là, on a un autre cinéma qui serait le cinéma de John Ford, d'une certaine façon. Donc, sur le plan formel, il va emprunter à Sergio Leone, alors qu'il ne va pas trop
adhérer au fond de Sergio Leone, qui est un fond généralement assez pessimiste, assez nihiliste, alors que sur le plan justement du fond, il va plutôt prendre des idées humanistes à la Ford, sans en épouser la forme qui est beaucoup plus classique d'un point de vue formel chez John Ford. Donc il y a une forme de synthèse aussi stylistique qui permet qui permet à Eastwood de trouver un petit peu son créneau, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera. L'humanisme d'Eastwood est quelque chose qui dépasse largement ses westerns. On le retrouve dans tout son cinéma. C'est un personnage extrêmement complexe, Clint Eastwood, du fait des valeurs qu'il défend, du fait de l'ambiguïté de certains de ses messages. Et dans son cinéma récent encore, il suffit de voir des films comme American Sniper, par exemple, il y a quelques années, ou Sully. Il y a toujours un travail sur qu'est-ce qu'être un héros, qu'est-ce que le recours à la violence, qu'est-ce que le patriotisme, et c'est toujours très difficile d'avoir un avis tranché sur l'idéologie d'Eastwood. C'est quelque chose qui remonte aux origines. Et donc cet humanisme-là, on va le voir à travers justement des contrepoints dans la tonalité, le travail sur l'humour, à travers notamment l'Indien, et puis cette famille qui va se construire et qui s'impose très clairement à lui. Et là, il y a aussi un travail plastique sur la photographie très belle qui va magnifier de plus en plus cette diversité des décors pour aboutir à ce ranch qui est vraiment une sorte d'Éden et qui permet un retour, si vous voulez, à une sorte. On pense un petit peu au dénouement de Candide, si vous voulez. Il faut cultiver notre jardin un peu à l'écart du monde, mais on a recréé une petite communauté qui semblerait pouvoir fonctionner. Et justement, avec les exclus, et ceux qui connaissent la brutalité du monde et qui savent que la solidarité permet éventuellement de reconstruire quelque chose. Le problème, c'est qu'évidemment, tout ça est toujours ça suppose un dénouement, et il revient régulièrement dessus, un dénouement où le personnage a quelque chose à régler. Et d'où l'idée des flashbacks, d'où l'idée du traumatisme, d'où l'idée très importante du travail sur la parole, du travail sur l'écriture. L'évolution de la parole dans le film est vraiment intéressante et symboliquement assez marquée. Si vous regardez, au départ, on a Eastwood réalisateur et Eastwood comédien, et le comédien est un taiseux, alors que le réalisateur, lui, justement, va s'attarder un petit peu sur les personnages autour de lui. Le personnage de Josie Wales n'a rien à dire. D'ailleurs, on remarquera, c'est très intéressant, que dans le prologue, il ne parle pas avec son fils. Il lui donne juste un signe de la tête. Il n'a pas besoin de parler. Il est dans une forme de plénitude simple qui lui suffit. Et dans une longue première partie, il est celui qui ne prend quasiment jamais la parole. Et qui refuse aussi de dire officiellement, justement, qu'il prête allégeance à l'Union, etc. Et parce qu'il ne peut pas parler, parce qu'il a ce trauma, parce qu'il a cette chose qui ne passe pas et qui fait qu'il n'arrive pas. Et la seule réponse qu'il arrive à donner au monde, c'est ce leitmotiv du crachat. En gros, sa manière de parler à lui, c'est ce crachat qu'il fait sur absolument tout. Les cadavres, comme les animaux, comme voilà. C'est parfois un peu comique, c'est assez grinçant, mais en tout cas, ce jet noir, c'est sa seule façon, lui, de répondre à la violence du monde. Et progressivement, on voit la manière, par exemple, dont il n'écoute pas quand l'Indien parle de toute sa cause. Il finit par s'endormir, il s'en va, etc. Il n'écoute pas, alors que les gens ont besoin de se confier et se confient particulièrement à lui. Et au fur et à mesure que cette communauté un peu étrange se crée, les langues vont se délier et lui va finir par progressivement prendre la parole. On remarquera d'ailleurs en écho que quand lui commence à vraiment parler, l'Indien, lui, s'en va, comme une forme de vengeance par rapport au moment où lui-même s'était endormi. Et il se rend compte aussi ce que c'est que de ne pas être écouté. Donc il y a vraiment un apprentissage du langage, du dialogue, de la parole par Josie Wales, qui évidemment est une forme d'apprentissage, d'ébauche de ce que pourrait être la civilisation. Et c'est pour ça que, encore un jeu sur l'inattendu, le conflit avec Dizur, Ten Bears, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressant. Vous remarquerez que l'état de siège dans le ranch qu'on nous vend avec les préliminaires où on prépare tout, ne va pas du tout se passer comme prévu. Il va être improvisé
à la fin, alors qu'on ne s'y attend pas. On s'attend à une attaque des Indiens, et là on a une façon de revisiter aussi le western qui est extrêmement intéressante, puisque on vous met tous les préliminaires, on vous explique comment on va faire face aux Indiens, on vous présente l'Indien comme une brute qui voilà, exige des vierges blanches, etc., etc. Et là, on revisite tout ce qui est la posture, la figure de l'Indien. Et le personnage, quand il va le voir, on s'attend au conflit, on attend la scène épique. Et qu'est-ce qui va destituer toute cette attente-là? C'est justement la parole. Et par la parole, Josie Wells parle vraiment de la parole de vie. Il arrive justement à sublimer le combat. Et évidemment, là, on vous donne quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image traditionnelle de la barbarie de l'Indien. Au contraire, c'est comme s'il arrivait en prélude de l'épilogue à parler à l'Indien, parce qu'il revient aux sources aussi un petit peu de la nation, en allant justement non pas du côté historique, mais du côté des origines, les natives, les Indiens. Il arrive à créer un dialogue et à mettre en place quelque chose qui va lui servir pour ensuite dénouer réellement l'intrigue. Donc cette parole, c'est ce qui va réellement sauver. Et donc on en arrive, pour finir, à la dimension proprement politique du film. Vous savez, le western, c'est évidemment la mythologie que les Américains ont sur leur propre nation. Et la manière dont, d'une façon traditionnelle, on vous montre comment la conquête de l'Ouest s'est faite et comment les colons ont mis des clôtures, ils ont établi une loi et ils ont mis en place une civilisation. Quelque chose qui, évidemment, n'est jamais aussi simple que ça. Mais là, le début, c'est la fin, c'est-à-dire un pays qui est ravagé par une guerre. Alors, très clairement, en 1976, on peut faire un parallèle avec la situation historique du moment, avec l'actualité, et le Vietnam, ce pays qui justement se retrouve à regarder un petit peu toutes les exactions qu'il a pu faire dans le cadre d'une guerre avec des massacres de civils, etc. C'est quelque chose qui renvoie à l'actualité d'une manière assez claire. Mais ce qui est intéressant par rapport au western et par rapport à Clint Eastwood lui-même, c'est justement son personnage. Je vous l'avais dit tout à l'heure, le premier personnage interprété par Clint Eastwood dans la trilogie de Sergio Leone, c'est ce fameux personnage sans nom, qui est un mythe total et qui justement a une dimension un petit peu... il n'a pas besoin d'être incarné pour justement être iconique. Et que ce soit pour une poignée de dollars, quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand, on est dans une gradation de cette iconisation. Et dans L'Homme des Hautes Plaines, c'est pareil, c'est un personnage qui n'a pas de nom, et qui là, pour le coup, a aussi une dimension totalement surnaturelle. C'est un film assez extraordinaire, L'Homme des Hautes Plaines, qui est tout sauf réaliste. On est dans une espèce de fable extrêmement étrange, à la limite de l'absurde par moment, et dans laquelle vous avez aussi, pareil, un justicier qui n'a pas de nom, qui arrive comme ça, sorti de nulle part, et qui va un petit peu régler ses comptes à une ville qui elle-même a l'air sortie de nulle part. Dans Josie Wales, c'est exactement l'inverse. C'est un personnage qui a un nom, qui est ancré, tout est donné, on vous donne le nom des États, on vous dit évidemment quand est-ce que ça se passe, on a un ancrage historique, un ancrage géographique, et Josie Wales, justement, est un patronyme, est un nom qui va devenir une sorte de mythe. C'est celui qu'on pourchasse, et c'est surtout celui qui est le grain de sable dans la possibilité à l'histoire d'avancer. C'est comme si, d'une certaine façon, symboliquement, il était le dernier rebelle du Sud qui empêcherait l'Union. Et donc vous avez un double scénario qui s'établit, où vous avez la dimension intime de Josie Wales qui a son trauma à résoudre, sa famille décimée, et en même temps le pays qui a son trauma à résoudre, sa nation, sa population complètement elle-même aussi traumatisée par toutes les exactions. Et la progression, justement, nous donne des clés sur la manière dont on va pouvoir essayer de dépasser ça. Vous avez cette famille qui se constitue, mais le problème, c'est qu'elle se constitue à l'écart du monde. Et cette ébauche de retour d'une vie sociale possible, en assimilant les exclus, elle ne peut pas faire l'économie d'un regard officiel sur elle-même. D'où, évidemment, inévitablement, le retour de Fletcher, le retour de Redlegs, etc. Et la résolution, je la trouve extrêmement intéressante, parce qu'elle est très subtile.
comment Josie Wales arrive-t-il à dépasser son désir de vengeance? Par plusieurs étapes. La première, c'est qu'il laisse une nouvelle famille s'accrocher à lui alors que lui était dans une logique de destruction. Il la laisse s'agréger, il la laisse construire quelque chose qu'il n'a pas vu venir. La deuxième chose, lorsqu'il est dans ce fameux duel final avec Red Legs, vous remarquerez que d'une certaine façon, il se désolidarise de sa posture d'assassin. Il prend sa main et il le laisse se tuer lui-même. Comme si il ne voulait plus être dans cette logique de violence. Et il va aller encore plus loin, puisqu'ensuite il va quitter son nom. On tue symboliquement Josie Wales dans ce bar à la fin. Quelqu'un signe l'attestation comme quoi il est mort. Et ce dernier duel avec le fameux Fletcher est très beau parce que justement c'est l'aboutissement total du langage. Le dernier duel est purement verbal. Et il fait un écho à cette fameuse concorde qu'on proposait au départ et qui était un piège et qui se faisait dans un bain de sang. La concorde, c'était on demandait de jurer allégeance et on massacrait tout le monde. Et là, à l'inverse, à la place du duel attendu pour clore le western dans la rue, devant la façade du saloon, etc., vous avez un dialogue. Et un dialogue dans lequel on parle de Josie Wales à la troisième personne et Josie Wales accepte qu'on le rebaptise pour pouvoir passer à autre chose. Et Fletcher de lui dire « je lui dirai que la guerre est finie ». Donc la guerre est finie entre Fletcher et Josie Wales, mais surtout, d'une certaine façon, Josie Wales, en acceptant de quitter sa figure mythique de celui qui assassine parce qu'on est toujours à ses trousses, enterre la hache de guerre, mais surtout va permettre une résolution et une véritable résilience. Donc on a un film qui devient un film sur la rédemption, mais surtout aussi sur l'histoire qui va réussir à passer à quelque chose de nouveau et à essayer d'ébaucher une nouvelle société qui essaierait de tirer des leçons de tout ce qui a pu se passer auparavant. Donc là, on en arrive à quelque chose qui dépasse largement le divertissement. Le film l'est, très clairement, il est dynamique, il joue de pas mal d'influences esthétiques, mais on est vraiment dans quelque chose qui a beaucoup plus d'ampleur, qui est un film référentiel, qu'est-ce que le western, et qui est un film réflexif aussi sur l'histoire de la nation et la manière dont un destin, à l'échelle intime, peut finalement donner des clés sur la façon dont on peut avancer à l'échelle nationale. Merci de votre attention.